Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Live from the Heart. Je suis très très heureuse aujourd'hui d'accueillir Gabriel Schiano, avec qui j'ai la joie de travailler et même au-delà, parce que maintenant on vit à côté à Bali, on vit ensemble, quasiment ensemble. Je lui parlais que la villa à côté était disponible, donc éventuellement. Gabriel, d'abord merci d'avoir rejoint en fait l'aventure Live from the Heart il y a déjà 3 ans. Merci de continuer ensemble. Merci d'être quelqu'un sur qui je peux compter et qui m'inspire. Merci d'ouvrir la voie sur plein de choses parce que c'est comme si tu étais un défricheur et que tu avais trouvé des solutions pour lesquelles on ne se posait même pas encore les bonnes questions. Et donc, ça fait du bien que tu sois là. Et aussi, alors ça fait du bien en temps de paix, j'ai envie de dire, mais aussi en temps de coup dur. Et ça, je trouve que c'est très important de savoir s'entourer de personnes sur qui on peut compter si jamais le monde part à volo, comme il est déjà parti à volo et qui va repartir à volo, et ça, on le sait très bien. Donc, merci pour tout ça. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore? Même si on a déjà fait des épisodes ensemble, il y a toujours des gens qui viennent d'arriver. Super, merci beaucoup pour cette introduction et c'est un plaisir de travailler à tes côtés depuis tout ce temps maintenant. Merci pour la confiance que tu me portes. Donc voilà, c'est un plaisir. Moi, du coup, c'est Gabriel Schiano. Je suis entrepreneur et investisseur depuis maintenant... alors, entrepreneur depuis plus de 5 ans et investisseur depuis plus de 12 ans. J'ai eu une longue expérience en tant que salarié avant de me lancer en 2019 à mon compte. Et puis voilà, j'ai monté différents business depuis et Cabinet Cœur, notamment, qui est un fil rouge dans mes activités depuis plusieurs années maintenant, est une agence financière que j'ai montée et qui vise à accompagner les entrepreneurs libres, je dirais, et les investisseurs à conserver le maximum de la valeur qu'ils créent. C'est-à-dire très concrètement en évitant de payer des taxes inutilement et donc en faisant de l'optimisation financière, de l'optimisation fiscale, mais aussi parfois de l'optimisation simplement de processus business. Voilà, c'est assez large et on pourrait pas rentrer dans le détail là puisque ça dépend vraiment de la situation de toutes et toutes. Mais voilà, l'idée c'est de permettre aux entrepreneurs de se sentir plus libres, plus résilients et de pas avoir le sentiment de donner plus qu'il ne faudrait en taxes, impôts, charges, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est pour ça que je dis conserver la majorité de la valeur qu'il crée. Le maximum, pardon, de la valeur qu'il crée. C'est tellement important parce que quand on crée son entreprise, moi je peux en témoigner, le plus important pour nous au début, c'est d'apprendre à gagner de l'argent. Et donc, c'est la première étape. Donc, créer de la valeur à partir de ce qu'on a à offrir, de notre contribution au monde. Et après, on se rend compte que cet argent, il y a une grande partie qui s'envole, de par les dépenses qui sont naturelles, mais aussi de par ce qu'on nous prend. Et donc, c'est super important de se poser les bonnes questions et de le faire depuis un espace de connaissance et aussi d'empuissancement. De quels sont mes droits, quelles sont les zones grises avec lesquelles je peux jouer. Quand on me dit quelque chose, est-ce que c'est la vérité absolue ou est-ce que je peux aller chercher d'autres réponses ailleurs? C'est super intéressant en fait d'avoir cette curiosité et tu l'as toujours eu toi. C'est quelque chose qui est venu, c'était depuis le début. Tu voulais pas leur donner quoi que ce soit. C'était hors de question. C'est quelque chose que j'ai depuis très très longtemps. C'est ce qui a aussi drivé mes premiers investissements, puisque mes premiers investissements étaient principalement défiscalisants, ce qui n'est pas forcément le meilleur critère pour faire des investissements immobiliers en France. Mais c'est ce qui m'a drivé au début, effectivement, c'est de rien perdre en impôts et taxes. Je faisais vraiment une fixette là-dessus et c'est ce qui m'a drivé dans ma vie de salarié et puis dans ma vie d'entrepreneur. Et en fait, les personnes de mon entourage venaient me voir pour me demander de plus en plus de conseils et puis ça en est devenu un business tout simplement. Et comme tu disais, c'est effectivement des questions qu'on se pose pas toujours, pas forcément, parce qu'en fait, il y a une forme de... Alors ça dépend de dans quel environnement on grandit, dans quel environnement on évolue, et dans quel pays on réside aussi et on entreprend. Ça dépend de plein de facteurs, mais on va dire que globalement, c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément toutes ces questions, en tout cas pas au début de notre vie d'entrepreneur, et il y a comme une forme de normalité à payer sa part, quelque part. Mais historiquement, ça n'a pas toujours été comme ça. Il n'y a pas eu historiquement autant de taxes, d'impôts à tous les niveaux. Et donc, en fait, c'est pas la norme. C'est des choses qui s'ajoutent pour combler des manques de compétences de nos dirigeants en matière économique. Et donc, moi, je trouve que c'est pas normal que ce soit
soit en tant qu'individu, soit en tant qu'entrepreneur, à nous de payer les pots cassés, si je puis dire, de politique qu'on n'a pas choisie. Donc Merci c'est vraiment non ben ce n'est que ma vision, attention, je ne veux pas enrôler qui que ce soit, mais c'est vraiment ma vision, c'est ce qui m'a poussé moi au début et c'est ce que mes clients viennent chercher. Je pense que je suis sur une niche, je suis pas très visible sur les réseaux et c'est vrai que moi je fonctionne beaucoup sur recommandation par bouche-oreille et c'est vrai que la majorité des clients qui viennent me voir sont des entrepreneurs dans cette mouvance-là de vouloir faire autrement, de vouloir s'émanciper des normes et des systèmes actuels. Et puis ben voilà, on essaie de trouver des solutions ensemble. Et comme tu disais, c'est aussi souvent une question de posture, parce qu'on est souvent face à des personnes qui sur le papier sont plus expertes que nous, des experts comptables, des notaires, des avocats, des contrôleurs du fisc, peu importe. Et ils ont souvent une figure d'autorité sur ces questions financières. Et ce que j'essaye de faire pour moi depuis des années et ce que je pousse mes clients à faire, c'est de ne pas hésiter à questionner ce qui est en place et de questionner ces professionnels-là sur ce qu'ils annoncent et voilà. Pourquoi tu crois qu'on a peur de l'autorité et des papiers et de l'administratif, du financier? Pourquoi tu crois que c'est engrammé dans beaucoup de gens? Je sais pas, ce qui me vient là, c'est que il y a une forme de patriarcat derrière et que ça a souvent été réservé à une caste d'hommes peu nombreux et que ça s'est développé comme ça et que on a du mal, je pense, aujourd'hui, même si on est un homme, à remettre ça en question parfois. Je sais pas, c'est ce qui me viendrait là comme ça. Oui, ça fait sens. C'est des millénaires qu'on traîne derrière nous de ça. Hein, c'est des millénaires de politique, de finance, de comptabilité qu'on traîne derrière nous. Donc ça prend du temps de s'en émanciper. Hein. Ouais. Je sais que pour moi, il a fallu qu'il y ait la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Ça faisait des années que j'y pensais, à trouver d'autres solutions. Et puis quand le Covid est arrivé et que j'ai vu toutes ces millions de doses de vaccins achetés avec nos impôts, pour moi, ça a été la goutte d'eau. Et je me suis dit, non mais attends, c'est pas possible. En fait, je ne peux plus reculer, je ne peux plus attendre. En fait, je ne peux pas regarder faire. Et quelque part, c'est participer de façon passive en leur permettant de le faire, en fait. Alors que je peux me retirer. Et donc, c'est super intéressant de voir ce qui s'est passé. Et il a fallu qu'ils aillent suffisamment loin pour moi, pour que je me dise, c'est fini. Enough. On passe à autre chose. Et en plus, j'ai commencé à gagner aussi beaucoup plus d'argent, donc ils ont commencé à prendre beaucoup plus également. Donc cette transition, elle a été tellement importante pour moi. Donc moi, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai vraiment senti que je pouvais me laisser pousser les ailes à partir du moment où je n'étais plus assujettie au régime français. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de l'expansion qui s'est passé après, ça a été extraordinaire, comme tu as pu le voir parce que tu m'as accompagnée pendant toute cette période-là assez extraordinaire. Donc c'est fou ce qui se passe quand on s'autorise à lâcher. Oui, complètement. Et je le vois beaucoup auprès des entrepreneurs que j'accompagne, que souvent ce système-là, il enferme. Alors pas tous, hein, il y a des entrepreneurs qui réussissent en France, je dis pas le contraire, mais il y en a que ça étouffe en fait ce système-là, ces règles-là. Et ces taxes-là aussi, il y en a que ça empêche de se développer parce qu'ils se disent je sais comment gagner plus, ou en tout cas je pense que je sais comment gagner plus, j'ai envie de gagner plus, mais j'ai pas envie de leur donner autant. Donc en fait, je me limite dans mon développement et dans ma croissance business, financière, tout ce que tu veux, parce que ces règles et ces impôts, et donc ils se sont vraiment étouffés par ce qui est mis en place. Et ils cherchent des solutions alternatives qui sont parfois difficiles à trouver en fonction de le cadre de vie, le cadre familial, l'environnement géographique dans lequel on est prêt à habiter. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus avec les règles qui sont en place. Et du coup, il y en a pour qui c'est un vrai problème dans leur développement. Ouais. Mais il y a toujours des solutions. Mais il y a toujours des solutions et je suis d'accord avec toi. Ouais. On est acteur de sa vie et de son changement, donc on peut toujours trouver des solutions. Alors, comme on l'a vu ces dernières années, il y a des circonstances extérieures qui viennent impacter des choses qu'on a créées. Et on peut se retrouver aussi dans des périodes de grands chamboulements avec des effondrements.
Donc on est nombreuses à se dire mais quand est-ce que ça va s'effondrer? Quand est-ce que les banques vont collapser? Quand est-ce que ça va tourner court tout ça? Et donc bon, moi c'est depuis 2020 que j'y pense parce que j'ai bien vu le Covid c'était les prémices de quelque chose de plus grand. Je t'avoue que j'ai l'impression qu'on est dans une accalmie et je me dis mais c'est pas possible, ça se passe pas encore, c'est quand que ça va se passer? Et en même temps je vois que il y a des guerres qui sont en train de se passer, que il y a des choses ailleurs, en fait, dans d'autres parties du monde qui inévitablement vont venir nous toucher ici aussi en Indonésie et qui vont impacter nos business qui sont aussi en Europe. Donc ça va être dans les années qui viennent, on peut pas savoir exactement la forme que ça va prendre, mais c'est à la fois un challenge, mais c'est à la fois une opportunité aussi parce que tous les challenges apportent des opportunités. Comment tu te prépares, toi? Parce que toi aussi, tu es un théoricien du complot. Complotiste. Comment tu te prépares, toi, à un effondrement? On parlait tout à l'heure, on évoquait les mots survivalisme financier, survivalisme tout court. Comment tu te prépares à un éventuel effondrement et quelles seraient les recommandations que tu donnerais aux gens qui nous écoutent? Alors sur le complotiste, je sais pas à quel degré sur l'échelle je suis. Peut-être pas autant que toi, mais pas loin. La lune est en fromage. Mais mais ce qui est sûr, c'est que en tout cas moi, s'il y a bien une chose que j'ai appris ces dernières années, c'est qu'il faut il vaut mieux être prêt que ne pas l'être. Et donc survivaliste, c'est un complotiste, survivaliste, tous ces termes-là, c'est des termes un peu barbares, plutôt à connotation négative dans le jargon français, je dirais. Alors que pour moi, c'est hyper positif. Hein. Alors, ouais. Tu vois, tu fais pas partie de mon cercle perso proche si t'es pas un complotiste survivaliste. Mais pour moi, ces termes, c'est juste des gens qui se préparent, en fait. On sait pas forcément à quoi. Moi, j'ai pas forcément envie de voir le monde s'effondrer. Mais par contre, si ça arrive, je préfère être prêt que de pas l'être. Parce que les conséquences de ne pas l'être sont beaucoup plus dramatiques, potentiellement, d'un point de vue physique, financier, tout ce que tu veux. Les conséquences de ne pas être prêt sont immensément plus grandes que l'effort que ça demande pour être prêt. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Les conséquences de ne pas être prêt sont plus grandes que l'effort pour être prêt, potentiellement. Et donc, c'est des choses relativement basiques, tu vois, autour du lieu d'habitation, par exemple. Et en plus, je l'observe depuis que maintenant on est en Indonésie, qui reste un pays en voie de développement. Alors qu'il se développe vite, certes, mais ça reste un pays en voie de développement. En fait, il y a des choses qu'on considérait comme un peu tirées par les cheveux en France, qui en fait ici sont normales. Par exemple, tout ce qui va tourner autour de... Pour moi, il y a 3 principales thématiques sur le survivalisme. Ça va être tout ce qui est la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie et la gestion de la nourriture, à peu près. Après, on peut rajouter la gestion des communications, la gestion des déchets, on pourra en reparler, mais pour moi, il y a 3 grandes thématiques. En France, on a tous une plaque électrique. Si tu commences à dire que tu as un réchaud au gaz au cas où il y a une coupure électrique pendant quelques jours, tu passes pour un fou. Alors que ici, même dans des villas de luxe, en fait, tu as encore des réchauds au gaz avec le jerrycan sous le plan de travail. On a fait ce choix. En fait, on a fait ce choix exprès parce qu'ils nous ont dit vous voulez des plaques électriques ou vous voulez du gaz. J'ai dit du gaz. Si il se passe quoi que ce soit et qu'on nous coupe l'électricité, je veux du gaz. Donc on a du gaz alors que nos voisins ont l'électrique. Ok, donc voilà, donc tu vois, je savais pas, donc c'est bien qu'on en parle. C'est des choses comme ça où en fait dans des pays qui sont encore en voie de développement et avec lesquels ils sont habitués aux coupures électriques hyper fréquentes, je viens d'en avoir une juste avant qu'on se parle, des coupures de câbles internet parce qu'ici il y a la fibre, il y a un super débit, mais très régulièrement ils font des travaux sur les lignes et ils coupent les câbles. Donc en fait tu perds ta connexion internet. Mais il y a Starlink. Exactement, j'allais en parler. Il y a Starlink. Donc, en fait, c'est plein de petites choses comme ça où c'était déjà dans ma tête en France, mais c'est parfois un peu plus compliqué à mettre en place. Et en fait, ici, ça devient normal. Et comme on a, toi et moi, eu des maisons neuves qu'on finit de construire et qu'on personnalise, du coup, on peut choisir vraiment qu'est-ce qu'on va mettre dans nos intérieurs, dans nos habitats. Et donc, par exemple, pour l'énergie, pour revenir là-dessus, tu peux effectivement avoir le gaz, tu peux avoir l'électrique, tu peux avoir un four solaire aussi si tu veux, ça prend pas trop de place, ça te permet, si tu n'as vraiment plus rien, même plus du gaz dans ton jerrycan, de pouvoir continuer à cuire des aliments avec l'énergie du soleil. Donc ça, c'est une première chose. Moi, j'ai fait installer des panneaux solaires ici, sur la toiture. J'ai pas les batteries, ça ce sera la prochaine étape.
Donc je peux pas stocker, c'est-à-dire que la nuit, je suis obligé d'être sur le réseau électrique, mais par contre la journée, ça vient compenser tout ce qui consomme de l'énergie. Donc moi, je suis avec des plaques électriques, donc potentiellement les plaques électriques, la piscine, etc. Ça vient vraiment quasiment gommer toute ma consommation électrique la journée. Génial. Donc ça, c'est super. Et après, sur l'eau, ici, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne le savent pas peut-être, on n'a pas l'eau potable, en fait, quand on ouvre le robinet. Donc ici, il y a tout un réseau de distribution de gros galons, c'est-à-dire des grosses bouteilles d'eau qu'on vient mettre dans des distributeurs d'eau pour avoir de l'eau potable. Donc la population a l'eau potable, c'est courant, mais pas au robinet. Il faut avoir des jerrycans d'eau. Et ça, si en France tu commences à stocker des packs d'eau, pareil, tu passes pour un huluberlu. Si tu stockes 20 litres d'eau dans ton garage, on te dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ici, c'est normal d'avoir des galons je crois qu'ils font 12 litres, et il y en a plusieurs dans les villas. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui moi me paraissent maintenant de plus en plus normales. On a fait installer des filtres, je crois que toi aussi. Ouais. Donc on a quand même un super système de filtration qui rend l'eau du robinet potable. Moi, j'ai pas fait tester l'eau, donc je la consomme pas beaucoup, mais par exemple pour se brosser les dents ou quoi, c'est suffisant. Avec, je crois qu'il y a filtre à charbon, softener, et il y a 3 petits filtres plus un filtre UV, donc c'est vraiment une eau qui est censée être potable. Mais c'est pas la norme ici, mais c'est des choses qu'on a voulu avoir, tu vois, dans notre maison pour être autonome au cas où. Et je sais que j'ai visité des villas à Bali qui récoltaient l'eau de pluie aussi, pour avoir des cuves d'eau de pluie qui derrière, voilà, ils filtraient, ils retraitaient. Alors soit pour leur consommation personnelle, mais aussi par exemple pour le jardin, tu vois, ça peut être utilisé comme ça. Donc voilà, donc tu vois, sur l'énergie, sur l'eau, il y a plein de moyens pour être flexible et résilient en cas de problème. S'il y a une source qui fonctionne plus, pour avoir une autre source alternative et pouvoir continuer de fonctionner dans les meilleures conditions. Vous avez un Berkeley à la maison? Alors oui, on a un Berkeley, mais bizarrement, on l'utilise pas plus que ça, en fait. On fonctionne avec le dispenser et les filtres, et le Berkeley, c'est vraiment... On a un Berkeley au cas où, tu vois, si jamais il faut... on pourra le sortir du placard au cas où il y a un vrai problème. Mais c'est vrai, tu fais bien de le mentionner. Tu fais bien de le mentionner. Et tout à l'heure, tu parlais de Starlink. Voilà, il y a aussi la question des télécommunications. Tu vois, si pendant plusieurs jours c'est coupé, Starlink a l'avantage de ne pas dépendre du réseau fibre filière localement. Ça passe par des satellites. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est de l'électricité. Et donc là, pour le coup, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais pas de batterie sur les panneaux solaires pour toute la villa. Par contre, j'ai une petite batterie que je mets avant Starlink. Donc, en fait, j'ai le courant qui alimente la batterie, qui alimente l'antenne Starlink. Comme ça, s'il y a une coupure d'électricité pendant plusieurs heures, je crois une demi-journée, j'ai quand même Starlink qui continue de fonctionner. Et du coup, j'ai accès à Internet comme ça. Génial. Faudra aussi qu'on pense à vous donner des talkie-walkie. On a des talkie-walkie. Je sais pas jusqu'où ça peut aller. T'en as aussi? J'en ai aussi. Ah, ben nous aussi. 10 km, normalement, non. Enfin, ça dépend quel modèle, mais... Ah, je crois qu'on est un peu loin. Donc, mais faudra voir sur quelle fréquence on peut se parler, mais... Je les ai achetés avant de partir, je les ai jamais ouverts. Je tiens quand même à le préciser. On les a achetés au Costa Rica, on les a pas ouverts non plus. Mais voilà. On touche du bois, on n'aura peut-être pas besoin de s'en servir. Donc ça, c'était pour l'aspect plutôt pratico-pratique de la vie. Et après, il y a aussi l'aspect financier, en fait. Comment on fait pour traverser une tempête si notre monnaie s'effondre, si les banques soudainement disent ah ben non, il y a plus rien, on peut rien vous donner. Comment gérer ça et comment sécuriser ce qu'on possède, en fait. Yes. En fait, du coup, tous les principes qu'on vient d'évoquer sur le survivalisme dans l'habitat et dans la vie au quotidien, c'est des principes qui peuvent aussi s'appliquer dans la gestion de nos finances et de nos business. En fait, c'est simplement d'avoir un mindset où tu te dis ok, j'ai plusieurs options possibles. Donc l'idée, c'est pas de monter des usines à gaz trop complexes à faire fonctionner, mais c'est d'avoir comme plusieurs routes, pour que s'il y en a une qui se ferme, en fait, t'aies déjà les autres qui soient prêtes, qui soient fonctionnelles
et que tu es juste à tourner le volant pour aller sur l'autre qui est déjà prête. Parce que si tu te retrouves à devoir ouvrir des comptes en banque dans ton pays ou à l'étranger, ou devoir faire un visa, enfin peu importe en fait le sujet administratif, business ou financier auquel tu peux être confronté, si tu te retrouves à être dans la réaction plutôt que dans l'anticipation, ça va être vraiment une source de stress énorme. Ça va être fait dans l'urgence et parfois à des coûts exorbitants parce que ça n'aura pas été anticipé. Et donc l'idée, c'est de prévoir 2-3 petites choses en amont pour pas se retrouver bloqué. Et donc j'aime bien rappeler quelques règles de base. Moi, à mes clients, c'est d'essayer d'avoir... alors la majorité sont encore basées en France, mais ça dépend vraiment de votre pays d'origine et de votre pays de résidence. Mais c'est bien d'avoir des comptes bancaires ouverts dans des banques traditionnelles, même si on les aime pas trop. C'est quand même bien d'avoir des comptes ouverts dans des banques traditionnelles, au moins une, idéalement deux. Après, c'est à mon sens indispensable aujourd'hui d'avoir des comptes ouverts dans des banques en ligne. Pareil, au moins un, idéalement deux, pourquoi pas plus. Et après, la troisième étape, c'est aussi d'avoir des comptes en banque ouverts dans d'autres pays que le vôtre. Donc, que ce soit votre pays d'origine ou votre pays de résidence, c'est d'avoir des comptes qui soient en dehors de ces deux zones-là. Et idéalement en dehors de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, elle régule beaucoup de choses ces derniers temps. Elle est dans une espèce de contrôle des masses de plus en plus présent. Et donc, si c'est possible, si c'est pas trop compliqué pour vous, ça peut être bien d'avoir des comptes bancaires ouverts en dehors de la zone de euro et de l'Union européenne. Ça, c'est 2-3 règles de base. On a parlé que des comptes en banque, mais j'ai une anecdote à ce sujet. Moi, j'étais client historique d'une banque traditionnelle en France depuis, je pense que j'étais adolescent. Je pense que mes grands-parents m'avaient ouvert un compte quand j'avais, j'en sais rien moi, 15 ou 16 ans, je sais même plus, et j'étais resté. Alors, j'avais eu d'autres banques en plus, traditionnelles, en ligne, etc. Mais j'avais cette banque historique qui me suivait, qui m'a accompagné sur différents projets immobiliers en plus, jusqu'à la fin de l'année dernière. Et fin 2023, j'ai reçu des courriers de cette banque, chez qui j'étais depuis, je vous dis, peut-être 15 ou 20 ans, qui me fermaient tous mes comptes chez eux. Et donc, du coup, c'était la première fois que j'étais confronté à ça. Je me suis renseigné. Une banque a le droit de fermer les comptes de ses clients sans avoir à se justifier. Donc, c'est si elle soupçonne alors, ça peut être si elle soupçonne des choses mal que je pourrais faire. Ça peut être aussi si je suis pas assez rentable pour eux, ce qui était probablement le cas ces derniers temps. Si t'es pas vacciné, demain, on sait jamais. Peut-être, exactement. Donc je me suis vraiment, enfin c'est vraiment pas, je raconte pas ça pour l'épisode, c'est une vraie histoire. Je me suis fait fermer tous mes comptes de cette banque-là. J'en avais plusieurs. Pourquoi? Parce que moi, je gérais tous mes investissements immobiliers avec un compte bancaire par investissement immobilier. Et donc j'avais, pour ma comptabilité et mon expert comptable aussi, c'était hyper clean, c'était hyper clair, c'était tout organisé compte par compte. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à avoir tout ça fermé. Et en y repensant, ça m'a un peu contrarié sur le moment, mais beaucoup moins que ce à quoi je m'y attendais. Franchement, j'étais presque content finalement que voilà, je passe à autre chose et que je sorte de cet établissement bancaire. Et il m'a fallu que quelques jours pour rediriger l'ensemble des flux sur pareil, des comptes individuels par appartement, par bien immobilier. Et en l'espace de quelques jours, parce que j'avais les autoroutes ouvertes, que j'ai mentionné tout à l'heure, j'avais déjà les infrastructures prêtes, même si je ne les utilisais pas. En fait, j'ai redirigé tous les flux, donc les prélèvements d'assurance de prêt, d'assurance de propriétaires non occupants, les prêts immobiliers, du coup, les taxes foncières, voilà, tout un tas de prélèvements assez traditionnels et standards dans l'immobilier. J'ai pu les rediriger comme ça en l'espace de quelques jours sur d'autres comptes que j'avais, mais qui étaient dormants. Et donc, voilà, moi j'ai été confronté au problème que je défends. Voilà, il vaut mieux être prêt que de ne pas l'être. Et donc, pour moi, d'avoir vraiment plusieurs options pour les finances et donc en termes de compte bancaire, c'est pour moi indispensable et la première pierre qu'il faut poser. Ça vaut aussi, comme on a, je pense, beaucoup d'entrepreneurs dans son audience, ça vaut aussi pour le business. Là, tout ce que j'ai dit, c'était moi en tant qu'individu. Mais quand on commence à avoir un business qui commence à avoir pas mal de rentrées d'argent et pas mal de trésorerie, ça peut complètement faire du sens d'avoir 2 voire 3 banques à un moment donné, où qu'elles soient dans le monde. Oui, nous on en a 2 du coup, avec Live from the Heart. Ouais. Yes. Et PayPal aussi en plus.
Ouais, toi, tu as différentes plateformes, puisque tu as Stripe et PayPal de mémoire. Donc, tu as différentes plateformes pour pouvoir encaisser tes clients de différentes formes, ce qui est très bien. Et tu as deux banques différentes. Et sachant qu'au sein de Wise, tu peux avoir une multitude de comptes en multi-devises. Donc, ça te fait presque encore des comptes au sein de Wise qui sont différents, si tu veux jouer entre les devises ou sécuriser des devises dans le cadre d'un projet en amont, etc., etc. Ça peut être très utile. Ça, c'est une chose importante aussi quand tu dis avoir plusieurs comptes dans plusieurs banques, dans plusieurs pays. C'est aussi important d'avoir différentes monnaies parce que s'il y a une monnaie qui s'effondre, et ben les autres, on peut basculer sur une autre monnaie si on voit que ça se casse la figure. Donc c'est aussi important. Ouais, ça pareil, c'est des sujets quand on les évoque auprès de la majorité, c'est rarement pris au sérieux. On a la chance dans le monde occidental, soit les États-Unis, le Canada ou l'Europe, on va dire, à avoir des monnaies qui sont pour l'instant pas trop fragiles. Mais en fait, la majorité du monde a des monnaies qui sont fragiles et qui connaissent parfois même de l'hyperinflation. On l'a vu au Venezuela, on l'a vu en Argentine, au Zimbabwe, je crois. Enfin, l'Argentine, c'est pas un petit pays quand même. Ils ont eu des très gros problèmes. Et donc en fait, ces problèmes monétaires, principalement liés à l'inflation, donc à la perte de pouvoir d'achat et à la perte de valeur de la monnaie, de la devise, c'est des problèmes auxquels on pourrait vraiment être confronté un jour ou l'autre. C'est pas du tout du complotisme. Quand on imprime autant d'argent qu'on en a imprimé en 2020 lors du Covid, naturellement, on rend la monnaie moins rare. Ça veut dire qu'elle a moins de valeur dans le temps. Donc ça se fait pas immédiatement. C'est pas quand ils impriment, je sais plus combien de milliards en juin 2020. Et puis c'était sur une période, mais c'est pas au moment où on les imprime qu'on voit les effets que ça a. C'est quelques mois, quelques années après. Et on l'a vu en 2022. On nous a dit que c'était le conflit russo-ukrainien. Non, c'était aussi en partie et en grande partie les conséquences des politiques monétaires qui avaient été abordées pendant le Covid, qui nous a conduit à avoir des hausses des prix de l'énergie faramineuses et des baisses de pouvoir d'achat pour tous les Français sur des produits du quotidien, même ce qui était produit en France. Donc ça n'a... Bref, je m'enflamme, on va pas rentrer là-dedans. Tu peux y aller. Mais voilà, pour effectivement enchérir sur ce que tu dis, c'est vrai que d'avoir une option d'une banque qui permet de faire le switch entre des devises, c'est hyper important. Je fais pas de pub, on n'a pas de lien ici, mais Wise, je trouve, est très pratique, est facile à utiliser, a des taux de change assez intéressants et permet d'avoir des comptes avec des coordonnées bancaires locales dans la plupart des pays du monde avec la plupart des devises du coup. Donc c'est vraiment une très bonne option. Il en existe plein d'autres, des banques en ligne, mais je trouve que Wise est une bonne option pour ça en tout cas. Génial. Après, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Il n'y a pas que les banques, il y a aussi l'argent physique. Yes. Est-ce que tu conseilles d'en garder ou pas? Il y a aussi les métaux précieux, la crypto, avoir des terrains et des maisons, des appartements. Yes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça pour les gens qui voudraient se diversifier et comment toi tu gères ça? Oui, on s'est coupé la parole, mais j'allais parler de la même chose, donc c'est très bien. Le cash n'a pas encore disparu. Moi-même, je ne l'utilise pas beaucoup, quoique en Indonésie, je l'utilise beaucoup plus qu'en France. Moi aussi. Donc, dans certains pays, le cash est encore fortement utilisé. En tout cas, il n'a pas disparu dans aucun pays du monde, et du coup, je recommande effectivement d'en avoir un petit peu. Pareil, je ne souhaite pas un effondrement, mais si demain, pendant quelques jours, on n'a plus accès à nos comptes en banque, ou on n'a plus accès à des distributeurs, ou je sais pas, il faut quitter le pays pour X raisons, en fait, si vous n'avez pas de cash ou un bien précieux à échanger pour monnayer votre trajet ou votre déplacement, vous serez coincé en fait. Donc effectivement, je recommande d'avoir au moins un mois de frais de vie en cash en général. Je trouve ça bien. D'avoir un mois de frais de vie en espèces, voilà, au cas où, pour ce qu'on vient d'évoquer, ou si la banque elle gèle les comptes ou elle ferme les comptes sur X raisons, je pense que ça peut être très utile. Après, je recommande d'avoir un mois de frais de vie sur un compte courant qui est accessible avec une carte bleue du coup. Comme ça fait 2 mois de buffer pour voir venir. Et après, en fonction de la situation de chacun, entre 1 à 6 mois sur un compte, mais non bloqué. Ça peut être, je sais pas moi, un livret A par exemple, pour ceux qui sont en France,
ou un LDD, l'équivalent, ou sur Wise, on peut faire des balances, en fait, des sortes de comptes séparés qui sont bloqués et sur lesquels l'argent travaille un petit peu. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Et pareil, ça permet d'avoir de l'argent qui est disponible rapidement, et pour lequel on n'a pas besoin de l'action d'un tiers pour le débloquer. On n'a pas besoin d'envoyer un courrier à sa banque pour dire s'il vous plaît, donnez-moi mon assurance vie. Non, c'est des comptes qui sont sur lesquels vous êtes autonome et auxquels vous pouvez accéder. Donc voilà, un mois en cash, un mois sur un compte courant lié à une carte bleue, et 1 à 6 mois en fonction de votre appétence au risque, de votre situation personnelle aussi, sur des comptes qui sont non bloqués, que vous pouvez débloquer rapidement. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez ça, normalement, c'est censé vous, vous tranquilliser, en fait, parce que si vous avez plusieurs options de compte bancaire, si vous avez peut-être un business créé qui commence à tourner, si vous avez ces montants en cash, en espèces, et plus compte courant, plus les comptes de côté, normalement, vous pouvez voir venir, en fait. Vous pouvez être hyper serein, et du coup, ça permet vraiment d'être dans un état d'esprit où on n'est vraiment pas stressé du quotidien ou de ce qui pourrait arriver. Encore une fois, moi, je veux pas que ton audience, elle s'effraie de ce qui pourrait se passer. Si vous avez mis 2-3 choses basiques qu'on vient d'évoquer en place, normalement, il n'y a pas trop de stress à avoir sur ce qui pourrait arriver. Et donc ça, c'est pour moi la première chose à faire, c'est d'avoir ça. Même si effectivement il y a de l'inflation, que le cash va perdre de la valeur, c'est pas un investissement, c'est juste des choses à mettre en place pour être serein et pour être tranquille. Et à partir de là, après on peut prendre des risques, après on peut faire des investissements, et après on peut se diversifier dans nos activités et nos investissements. Donc effectivement, tu le mentionnais, les métaux précieux, je recommande l'or uniquement, pas rien d'autre. Le reste c'est plutôt spéculatif à mon sens, mais l'or, je trouve que c'est une très bonne valeur refuge qui a depuis des millénaires conservé son pouvoir d'achat. C'est-à-dire que le prix de l'or a augmenté, il y a eu de l'inflation, ok, mais par contre le pouvoir d'achat de l'or s'est conservé. Quel que soit son prix, vous regardez 50 ans en arrière, ce que vous pouviez acheter avec un lingot d'or. Alors je ne connais pas les chiffres, mais c'est aujourd'hui à peu près la même chose que vous pouvez acheter avec un lingot d'or. Donc c'était peut-être une maison à l'époque, mais aujourd'hui c'est toujours une maison. Donc l'or, c'est un très bon placement par contre sur le très long terme. C'est vraiment quelque chose de patrimonial qu'on a envie de peut-être garder toute sa vie potentiellement, mais par contre ça protège une partie de son patrimoine, en tout cas en termes de valeur d'achat, de pouvoir d'achat. Ça c'est sûr. Et évidemment, il y a un nouveau monde qui s'ouvre, qui est les cryptos. Alors, pour moi, il y a vraiment deux choses. Dans ce domaine-là, il y a le Bitcoin, tu le sais, et les cryptos. J'ai tendance à être un Bitcoin maximaliste, donc je suis vraiment pro-Bitcoin à fond. Donc je suis pas forcément la meilleure personne pour parler de tout ce qui se passe par ailleurs dans l'écosystème crypto. Il y a beaucoup de choses qui sont très très bien, et c'est effectivement un monde où il y a plus d'intermédiaires en fait. Si je devais le résumer, c'est que vous récupérez vraiment les clés du coffre, si je puis dire, et il n'y a plus de banquiers, il n'y a plus de banque centrale, il n'y a plus de tiers de confiance auxquels on peut pas se fier. C'est vraiment récupérer les clés du coffre et être pleinement responsable des décisions que vous allez prendre. Le travers de ça, c'est qu'en fait, à mon sens, je parle vraiment pour moi, tous les travers qui ont existé, qui existent encore dans la finance traditionnelle, se sont répercutés dans cet univers-là. Et donc, c'est pour ça que c'est encore un petit peu le Far West, qui a vraiment de tout, qu'il faut faire très attention dans quoi on investit, dans quel token on investit. Il faut bien se renseigner sur l'utilité du projet, l'équipe fondatrice du projet, et puis voilà, voir comment vous le sentez. Hein. Après, au bout d'un moment, c'est à vous aussi de savoir dans quoi vous voulez investir. Donc voilà, j'appelle à beaucoup de vigilance. Par contre, il y a effectivement des opportunités immenses, des gains importants qui peuvent être parfois faits rapidement. Donc ça, c'est la réalité aussi de tout l'univers crypto. Le Bitcoin, plus particulièrement, c'est pour moi une révolution monétaire qui peut jouer deux rôles principaux. Et comme on parle vraiment de finance, d'inflation, de pouvoir d'achat, etc., ça peut en fait jouer ce rôle-là de réserve de valeur. Dans les pays qu'on a évoqués tout à l'heure, qui ont été confrontés récemment à de l'hyperinflation, il y en a beaucoup qui ont vu leurs citoyens acheter du Bitcoin, pas dans un cadre d'investissement, mais simplement pour conserver leur valeur en fait. Et donc c'est vraiment devenu une valeur refuge, au même titre que l'or.
mais beaucoup plus facile d'accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour acheter de l'or, c'est un peu compliqué. Soit il faut aller dans des boutiques pour acheter de l'or physique, soit il faut passer par quelques plateformes, mais c'est pas idéal. Et surtout, c'est moins liquide que le Bitcoin. Ça veut dire que la liquidité, c'est la facilité à acheter ou à revendre. C'est même en passant par des plateformes dématérialisées pour acquérir de l'or, c'est toujours un peu plus contraignant de chercher à le revendre. Alors que du Bitcoin, pardon, il suffit d'un téléphone portable, d'une connexion Internet, et puis c'est tout en fait. Il n'y a pas d'horaire d'ouverture, ça fonctionne tout le temps, en semaine, le week-end, la nuit. Vous pouvez en acheter, en revendre, c'est non-stop. Donc en ce sens-là, c'est extrêmement facile d'accès pour même des populations du tiers-monde en fait, et ça protège du coup le pouvoir d'achat. Donc ça c'est la première utilité, c'est la réserve de valeur. La deuxième, c'est que ça peut aussi jouer le rôle de moyen de paiement. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Si je devais faire l'analogie, la réserve de valeur, c'est l'or. Le moyen de paiement, c'est les cartes bleues. Ils ont développé un réseau qui s'appelle le réseau Lightning, qui est une surcouche au réseau Bitcoin, qui aujourd'hui permet de faire des transactions quasi instantanées sur des tout petits montants, ce qui n'était pas possible auparavant. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, on a aussi cette utilité sur le réseau Bitcoin de moyen de paiement. Et il y a d'ailleurs des pays dans le monde qui l'ont adopté comme monnaie légale, pas unique, mais en plus d'une monnaie légale qu'ils avaient déjà. Je pense notamment au Salvador, qui avait le dollar américain et qui ont rajouté le Bitcoin. Et donc aujourd'hui, vous pouvez faire votre marché au Salvador en payant en Bitcoin vos courses. Donc ça, pour moi, c'est une révolution monétaire parce qu'il n'y a plus du tout d'intermédiaire. Il n'y a plus tous ces frais de Western Union, de transfert de 3 jours pour envoyer de l'argent à l'étranger ou de frais de Visa, Mastercard, etc. C'est pareil. Je trouve que ça redonne vraiment... ça empower vraiment ces populations-là, que ce soit les consommateurs ou les retailers, les marchands. Et donc ça, pour moi, c'est une vraie révolution monétaire. En plus de ça, juste pour finir sur Bitcoin, après j'arrête de vous embêter, c'est une blockchain qui repose toujours, dont la sécurité repose toujours sur un système de proof of work. Donc c'est la preuve de travail, donc ça nécessite des ordinateurs un peu partout dans le monde, branchés, connectés, qui réalisent des calculs. Certains vous diront que c'est une catastrophe écologique. Pas du tout. Renseignez-vous, c'est un sujet absolument passionnant. Ce phénomène-là permet en fait d'équilibrer les réseaux électriques et donc de permettre le développement justement des énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien, qui sont par définition intermittentes, donc irrégulières. Et donc les mineurs de Bitcoin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais permettent l'équilibrage des réseaux pour éviter les blackouts et pour déployer encore plus d'énergie renouvelable. Donc pour moi, c'est une révolution monétaire, mais aussi énergétique. Et c'est aujourd'hui l'actif qui compose le plus gros de mon portefeuille. Mm-hmm. Et on a rejoint aussi avec Christian cette opportunité de pouvoir participer. Yes, avec Data Factory. Ouais, exactement. Bon, l'objectif de ce podcast, c'est le survivalisme financier. Mais si vous êtes intéressé pour un investissement qui soutient en fait tout ça, et aussi pour vous diversifier aussi, yes. Si vous avez de l'argent que vous savez pas où le laisser et que vous préférez le faire fructifier dans un investissement relativement sécurisant, contactez Gabriel parce que nous on l'a fait, on est très contents. On gagne de l'argent tous les mois, c'est bloqué pendant 4 ans, c'est ça? En tout cas pour nous. 3 ou 4, ouais. Ça dépend. Donc on gagne de l'argent tous les mois et on récupère notre mise à la fin. Donc c'est top. Oui, c'est vrai que du coup, enfin merci de le mentionner. C'est vrai qu'une fois qu'on a mis en place tout ça et qu'on s'est ouvert à quelques actifs différents, que ce soit le Bitcoin, l'immobilier, l'or, il y a effectivement une autre forme d'investissement qui est ce qu'on appelle plus communément le private equity, où en fait on va soit investir dans le capital d'entreprises qui sont pas forcément cotées en bourse, soit prêter de l'argent à ces entreprises-là pour qu'elles se développent. Moi, je trouve ça personnellement hyper intéressant parce que du coup, pour le coup, à mon sens, c'est vraiment des investissements passifs. C'est-à-dire que pour avoir fait beaucoup d'immobilier, c'est tout sauf passif. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de suivi pour parfois pas beaucoup de gains et souvent beaucoup de taxes, en tout cas en France. Mais d'investir dans des entreprises, alors encore une fois, il faut se renseigner sur l'équipe dirigeante, se renseigner sur le projet, faire très attention, n'investir que ce que vous pouvez perdre, etc. Mais ça peut être une belle forme de diversification pour soutenir des projets qui font du sens pour vous
et pour soit avoir une plus-value en cas de prise de participation dans l'entreprise, soit avoir un vrai rendement si vous leur prêtez de l'argent, parce qu'en fait, ils vont vous payer des intérêts qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés que ceux des banques, bien évidemment. Eux, ça leur permet de se développer rapidement. Vous, ça vous permet de gagner de l'argent passivement, si je puis dire. Et c'est vraiment une équation à win-win que je trouve hyper intéressante. Voilà, quand on commence à avoir un patrimoine suffisamment important et diversifié, ça peut être une très bonne option. Moi, je l'ai fait pour plusieurs entreprises et je suis très contente parce que, comme tu disais, il n'y a pas besoin de travailler pour gagner de l'argent en plus. Et aussi, je trouve que c'est mettre notre argent là où on a envie que les choses se développent de façon positive dans le monde. Et on peut pas, nous, forcément créer toutes ces organisations, toutes ces entreprises, soutenir tous ces développements dans différents secteurs d'activité, etc. Et donc, créer des nouveaux business. Mais comme il y a des gens qui le font déjà et qui ont besoin de ressources, c'est juste mettre notre argent là où on a envie que le monde grandisse. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Ouais, complètement aligné avec ça. On peut pas tout mener, on peut pas tout faire. Mais il y a des gens qui font des choses qu'on aimerait faire, ou en tout cas qu'on a envie de soutenir, et c'est un très bon moyen d'investir avec eux, de co-investir ou de leur prêter de l'argent, et d'avoir un retour sur ça. Ouais, c'est complètement aligné avec ça. Merci pour tout ça, Gabriel. Je voudrais ajouter quelque chose en lien avec l'émotionnel, parce que c'était un podcast ensemble très... depuis un espace de sang-froid, tu vois, depuis un espace de je sais comment gérer ça parce que je suis réaliste et je suis un créateur dans ce monde, mais beaucoup de gens sont hyper réactifs vis-à-vis de l'argent. Ils sont réactifs vis-à-vis de l'argent alors que tout va bien. Alors t'imagines quand ça va s'effondrer, alors là ça va être terrifiant. Hein. Donc c'est hyper important de comprendre que l'argent, c'est ni bien ni mal, et ça vient soutenir notre vie, ça vient soutenir notre pouvoir de création, et donc c'est hyper important de régler ces problèmes en relation avec l'argent, parce que quand ça va se passer, ces choses terrifiantes qui potentiellement peuvent arriver, plus on va être neutre vis-à-vis de cette relation à l'argent, plus on va être dans une relation, juste capable de se saisir des opportunités qui sont là devant nous et réagir d'une façon créative et pas juste oh là là j'ai peur et donc du coup faire des mauvais mouvements d'argent. Et c'est hyper important de travailler là-dessus quand tout va bien. C'est un peu comme la méditation. C'est pas quand il arrive un truc horrible que tu commences à méditer. C'est si tu médites un petit peu tous les jours et que tu te sens en paix avec toi-même, quand il se passe quelque chose de terrible, quand tu invites la méditation de nouveau, ça te relaxe beaucoup plus vite. Donc c'est la même chose. Donc si aujourd'hui vous êtes très activé en relation avec l'argent, c'est certainement le moment de faire le travail avant que le monde s'effondre, parce que ce sera plus facile de traverser la tempête. Et aussi, les effondrements, c'est assez rare que ça dure toute la vie d'un humain. C'est-à-dire que même si demain il y avait quelque chose qui s'effondrait, ça durerait quelques années. Et moi, j'ai confiance dans notre capacité collective à sortir de ça. Donc, il y a juste cette capacité à rebondir et à saisir l'opportunité de se transformer et d'ouvrir un nouveau chapitre. Mais après, il va y avoir de nouveau une vague et de nouveau, en fait, c'est juste à nous de se préparer et puis de se dire, de l'autre côté, je serai encore vivant et je serai encore, au contraire, j'aurais même saisi les opportunités pour faire fructifier ce que j'ai déjà. Donc c'est un mindset en fait, et ça se travaille. Oui, ça se travaille. C'est mieux de le faire en amont, comme tu viens de le dire. Et puis c'est comme tout, c'est en pratiquant qu'on s'habitue, en fait. Et je dis pas qu'un effondrement me paraîtrait normal, c'est pas du tout vrai. Mais par contre, j'ai des muscles qui sont développés que certaines personnes n'ont pas, et du coup, j'invite toute ton audience et mes clients à travailler ces petits muscles petit à petit pour juste s'habituer, et comme tu dis, se détacher de plus en plus de l'émotionnel et de toutes les croyances qu'on peut avoir autour de ça. Et se sentir comme confiant et non attaché en fait au résultat. Tout simplement. Génial, merci pour tout. Et avec plaisir. Mais je crois que tu as un programme en plus bientôt, non, qui sort autour de ce thème-là. Ouais, merci de faire la promo. Donc, Make Money from the Heart. Il y a des chances que les portes soient déjà fermées quand ce podcast va sortir. Donc, je sais pas quand les gens vont l'écouter. Et puis, les gens peuvent aussi l'écouter plus tard. Non, mais pas de problème puisque on fait en général 2 rentrées par an. Make Money from the Heart, c'est un programme pour justement guérir sa relation à l'argent et s'empuissancer sur cette thématique.
Et merci d'en faire partie, parce que Gabriel répond à vos questions dans Make Money from the Heart. Donc, il y a la possibilité d'envoyer vos questions et ensuite, il fait un enregistrement où il explique, en fait, où il donne les réponses. Et donc, c'est hyper riche et aujourd'hui, pas tout le monde a accès à ton travail sous cette forme-là parce que ça a un coût, en fait, de te poser des questions. Donc, c'est génial que ce soit inclus dans Make Money from the Heart et merci pour ta générosité et aussi de toujours avoir envie d'empuissancer les autres. Ça, on a ça en commun. Donc, merci beaucoup de participer à nouveau. Avec joie, avec plaisir. Sur ce, une note positive. Comment tu vois le futur financier du monde? Est-ce que tu vois des choses belles à l'horizon? Oui, bien sûr. Je suis plutôt optimiste de nature. Je suis un optimiste qui se prépare, qui est prêt. Un optimiste qui est prêt à tout. Comment je vois les choses? Ça, c'est difficile à répondre. C'est une question super large. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'actualités. Comme tu le disais, il y a des guerres qui éclatent en ce moment même, malheureusement. Il y a des élections américaines qui vont avoir lieu, avec déjà plusieurs tentatives d'assassinat sur un des deux candidats. Donc, je pense que l'actualité va se densifier. Voilà, encore une fois, je veux pas faire peur à qui que ce soit, je veux pas être pessimiste. Je pense qu'on est bien là où on est aujourd'hui dans le monde. Personnellement, je ne me verrai pas rentrer en France prochainement pour me y réinstaller, ni en Europe d'ailleurs, je pense. Je pense que si je devais quitter l'Indonésie, ce serait pas pour retourner en Europe, pour des questions plus réglementaires et fiscales que de sécurité, hein, mais non, moi j'ai envie de... tu le sais, 2023 était un peu dense pour moi, cette expatriation. Je commence à prendre mes marques bien à Bali, donc moi j'ai envie de continuer à profiter, continuer à développer mes business, continuer d'accompagner mes clients, et puis j'ai plutôt serein sur l'avenir du monde, même si l'actualité, je pense, va être très dense. Merci. Moi aussi, optimiste réaliste. Pareil. Exactement. Exactement. Ouais. J'achète du Bitcoin toutes les semaines et puis voilà, ça va bien se passer là. Merci pour toutes tes recommandations. Avec plaisir. Et aussi pour cette belle vision. Moi, je pense que le futur est beau parce qu'on est des créateurs du futur et qu'on va pas subir tout ce qui va se passer. Exactement. Si vous avez envie de travailler avec Gabriel, je recommande chaleureusement. Moi, je continue de renouveler cet engagement en fait de travailler ensemble. Donc, si vous êtes un entrepreneur de cœur, que vous avez commencé à gagner de l'argent et que vous savez pas trop comment le gérer et comment le réinvestir et comment le sécuriser, eh bien, je recommande chaleureusement Gabriel et son équipe parce que à la fois vous pouvez bénéficier de conseils, mais à la fois aussi vous occuper alors je sais pas combien de nouveaux clients tu prends, donc on fait attention. Ça se trouve, je vais t'envoyer une vague. Mais aussi pour la gestion financière, en fait, t'as une équipe, donc c'est super. Moi, je suis super contente de ton offre. Merci pour tout. On mettra le lien dans la description. Et comment les gens peuvent te contacter s'ils veulent t'écrire et puis éventuellement avoir un rendez-vous, discuter avec toi, tout ça, comment ils peuvent te contacter? Sur le site cabinetcoeur.com. Comme ça se prononce, tout attaché, cabinetcoeur.com, il y a un formulaire de contact et ça arrive directement chez moi. Le nom parfait. Voilà. Voilà, on était fait pour se rencontrer. Merci pour tout, Gabriel. Merci à toi. Si les gens qui ont écouté cet épisode l'ont aimé, eh bien, je vous invite à le partager autour de vous, auprès de vos amis, de vos communautés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, on les notera, puis on fera d'autres épisodes dans le futur ensemble. Donc, c'est aussi beau que ce soit une co-création collective, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis on continuera en fait de partager avec le cœur. Merci et à bientôt. Bye bye. Bye.